L'aristocratie mérovingienne et carolingienne du VIe au Xe siècle. Alors pendant cette période, la société est très hiérarchisée et on connaît cette l'aristocratie, grâce à des récits comme les 10 livres d'histoire de Grégoire de Tours, qui accordent une très grande place aux puissants, qu'il nomme proceres ou optimates en latin. Alors la terre est la principale richesse de cette aristocratie. Elle dispose de grands domaines agricoles, de villae en latin, qui sont exploités grâce à une importante main-d'œuvre servile. Alors, durant l'époque carolingienne, euh, on estime qu'une quarantaine de familles autour de l'empereur forment l'aristocratie impériale et disposent d'un patrimoine considérable de revenus qu'elle tire de ces grands domaines, qu'on connaît mieux grâce à des documents administratifs, les polyptyques qu'on a conservés. Et ce qu'on observe, c'est que de nombreux paysans non libres ont été affranchis, mais que d'autre part, de nombreux petits propriétaires ont eu besoin de se confier à la protection d'un puissant, ont subi des pressions de leur part, et du coup ont rejoint les grands domaines agricoles. Donc en fait, on assiste à la fin de l'esclavage, mais aussi à l'apparition ou au développement d'une catégorie de dépendants qui tiennent leurs terres d'un seigneur en échange d'un loyer, de prélèvements et de corvées diverses. Alors dans un deuxième point, on va voir les fonctions de cette aristocratie. Alors, il s'agit d'une part d'une aristocratie guerrière, et ça se voit à son nom, donc un nom unique formé de deux parties qui signalent la valeur militaire. Par exemple, Berthe, qui est très répandu, veut dire brillant, ou Sig, comme dans Siegfried, signifie victoire. Alors cette aristocratie militaire est encadrée par le roi et se retrouve lors de l'Ost. Alors l'Ost, c'est le nom du service militaire, qui est rendu contre le partage du butin lors des conquêtes. Alors grâce aux conquêtes, des charges publiques sont également concédées par le roi avec les revenus des domaines attachés, ce qu'on appelle l'honor, l'échange d'un fief contre un service et la fidélité au souverain. Et au IXe siècle, on constate que Charles le Chauve puis Charles le Gros encouragent une implantation plus locale des familles de leur patrimoine qui jusqu'alors était éclaté afin de s'assurer un soutien local. Et dans le même esprit, les honores, les charges concédées deviennent héréditaires. Alors ce qu'il faut dire également, c'est que les souverains s'efforcent de réglementer les conflits et les vengeances violentes entre les clans aristocratiques. Alors, sous les Mérovingiens, la loi salique exige en cas de dommage le Warfeld, une réparation, et en cas de meurtre, elle est 3 fois plus élevée quand on s'attaque à un fidèle du roi. Et les Carolingiens tentent à leur tour
de combattre la violence en édictant des capitulaires tels celui de Herzl en 779 qui affirme que la vengeance doit donner lieu à une compensation, une pacification négociée. Mais les guerres civiles qui se déroulent ensuite entre les fils de Louis le Pieux réactivent les conflits entre les familles. C'est un échec. Dans un troisième point, on va voir l'autre fonction de l'aristocratie qui est religieuse et qui impose le célibat à ses membres. Alors les évêques et les abbés sont aussi issus des grandes familles et les évêques forment une élite religieuse et exercent d'importantes responsabilités dans les cités. Ils jouent un rôle culturel et permettent la survie de la culture latine. Et à l'image du roi, les élites fondent des églises ou des abbayes. En ce qui concerne les abbayes, c'est l'occasion d'accueillir leur sépulture, de faire chanter des prières à leurs ancêtres, et les monastères deviennent un lieu de mémoire pour les dynasties et les donateurs. Donc on assiste à de nombreuses fondations aristocratiques qui permettent d'honorer la mémoire familiale. Et c'est là qu'on voit apparaître des lignées. Lignées qui favorisent à leur tour l'enracinement local des aristocraties. Et ce qu'il faut noter d'autre part, c'est que les donateurs gardent un droit de regard sur le patrimoine qui est dispersé entre les différents héritiers. C'est ce qu'on appelle l'abbatiat laïque. Alors, dans un quatrième point, on va revenir sur l'importance de la famille et de la famille élargie, ce qu'on appelle la cipé, le clan, une large parentèle renouvelée par le mariage et l'amitié, qui est la base du lien social. Alors, ce qu'on voit en ce qui concerne le mariage, c'est que il évolue. Au VIe siècle, c'est un mariage endogamique, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même cercle, tandis qu'au 8e siècle, il devient hypergamique, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus d'unions avec des femmes de famille plus élevées. Alors pour avoir des fidélités, c'est le début des, pour pouvoir s'unir avec d'autres clans. Et à cette période, l'Église veille désormais, mais avec difficulté, au respect des interdits de parenté. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est l'importance de l'amitié, qui est une vraie valeur pour cette société
et qui s'entretient par des cadeaux, des banquets, des serments. Alors elle implique également, en cas d'agression d'un des membres de la famille élargie, une entraide. Donc en cas d'agression, de rupture de l'amitié, s'exerce la fed, c'est-à-dire une vengeance privée qui implique tous les membres du clan. Et on a vu que c'était une forme de violence que les rois avaient tenté de réguler avec plus ou moins de succès.